Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de rémunération. Alors, qu'est-ce que c'est que la rémunération? Déjà, pour parler rémunération, il va falloir que l'on vous parle aussi de salaire. Parce que les deux vont ensemble. Le salaire est dans la rémunération. Le salaire, qu'est-ce que c'est? C'est la stricte contrepartie que l'on octroie à un employé suite à la prestation d'un service ou d'un travail. La rémunération va beaucoup plus loin. Elle englobe beaucoup plus d'éléments. Par exemple, si vous travaillez dans un emploi donné, dans une entreprise, et que suite à un commun accord avec votre employé, on décide de vous payer, disons, choisissant un montant, 1 million de francs CFA, cela représente votre salaire, sans rien en plus. Par contre, si vous êtes recruté et que votre employeur dit que nous allons vous rémunérer pour tel ou tel autre travail à 1 million et que quand même nous allons s'occuper de vos enfants, nous allons vous payer les frais téléphoniques, nous allons payer votre déplacement, nous allons payer votre carburant si vous avez une voiture, nous allons assurer votre alimentation quotidienne. Tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte de la contrepartie du travail ou de la prestation exercée rentrent dans ce qu'on appelle la rémunération. Donc voilà un peu la nuance qu'il y a entre ces deux termes. Mais cela n'est pas fini, il y a ce que nous appelons la classification et la qualification. Parce que avant d'évoluer ou d'aller plus loin, il serait souhaitable d'élaguer, sinon de mieux éclaircir quelques notions, notamment la classification, la qualification, le métier, l'emploi, le poste, la tâche et les activités. Voilà, en passant par la fonction et la profession. La classification, c'est un processus qui permet de reconnaître, d'évaluer et de classer les emplois par rapport aux individus et par rapport à leurs compétences, donc leurs qualifications. Les qualifications, c'est simplement concernant un individu, c'est son ensemble de savoir et de savoir-faire. Donc son background, ce qu'il a appris en formation initiale et ce qu'il a appris au cours de ses expériences professionnelles, donc ce qu'il sait faire. Voilà ce qu'est la qualification. Le métier, c'est tout ce que vous avez appris, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, en formation initiale, à l'école. Vous pouvez, pour avoir un exemple, vous pouvez avoir un métier de dentiste, un métier de gestionnaire des ressources humaines, un métier de financier, donc comptable, un métier de linguiste, de psychologue. Voilà, ça c'est le métier, ça c'est, on peut l'appeler ainsi, votre identité première en ce qui concerne la prophétie, tout ce qui est professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire concernant le métier. Le métier et la profession sont similaires, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, le métier donne en ce qu'il y a dans l'entreprise l'emploi. Quand on vous embauche, donc vous travaillez au sein d'un emploi. Donc, et l'emploi, c'est un ensemble de postes. Quand vous travaillez dans un emploi donné qui est par exemple assistant RH, il y a une multitude de postes. En tant qu'assistant RH et avec vos équipes, dans votre emploi, vous avez par exemple chargé de la paye, chargé de l'administration, chargé du bien-être, social, mental et physique des employés, chargé des relations avec les différents organismes sociaux. Voilà les différents postes qu'il y a dans l'emploi. Et ensuite, le poste, c'est un ensemble de tâches. Quand on vous prend en tant que chargé de, vous avez une multitude de tâches où l'on peut vous dire, vous devez travailler, vous devez gérer par exemple la paye au plus tard le 15.
Vous devez vous occuper de rassembler tout ce qui est éléments variables. Vous devez suivre la courbe ou bien prévenir tout ce qui est accident de travail avec le QHSE et autres. Vous devez s'occuper de la formation. Vous devez, ainsi de suite. Ça, ce sont les tâches que l'on peut attribuer à un poste. Et ensuite, pour aller beaucoup plus loin, les tâches sont aussi divisées par les activités. Alors, il y a une différence entre tâche et activité. La tâche peut être considérée comme un output, donc c'est un but à atteindre. L'activité peut être ou doit être considérée comme un input. Donc, c'est la manière de réaliser. Je parle de l'activité. L'activité est la manière dont l'agent va s'employer à réaliser la tâche. La tâche, elle est fixe, c'est comme un objectif. Vous devez faire telle ou telle chose. Vous devez prévenir, vous devez faire la paye, vous devez rassembler les éléments variables. Vous devez, voilà ce qui concerne les tâches. Maintenant, certains vont dire oui, mais nous on va parler de la fonction. La fonction, elle est un peu particulière parce que la fonction relève du domaine de confiance de votre employeur. Il veut bien vous la donner par rapport à vos capacités aussi bien professionnelles qu'humaines. Donc cela relève de la responsabilité de votre employeur. Et la fonction, dans la fonction, il y a aussi des tâches bien précises. Mais la fonction fait toujours partie d'un emploi, d'un métier précis. Dans une entreprise, en tout cas. Les dénominations générales sont chef de service, chef de section, chef de département, chef de division, directeur général. Et à l'issue de votre fonction, de votre nomination, de votre attribution de fonction, généralement il y a un job ticket qui est un résumé, ou sinon le résumé de toutes les tâches que vous devez mener à bien afin de mieux assurer votre fonction. Voilà, nous avons fini avec ces différentes clarifications un peu parce que la suite en dépendra. Maintenant, qu'est-ce que l'on paye? Quelles sont les bases de la rémunération? Doit-on payer l'emploi ou doit-on payer la personne? Est-ce que l'on doit rémunérer les tâches prescrites par l'organisation ou rémunérer les performances réelles de l'agent au travail? Certaines entreprises rémunèrent l'emploi, d'autres rémunèrent la personne, donc ses compétences, et d'autres encore font le mix, un savant mélange des deux pôles pour mieux donner la rémunération la plus correcte possible. Généralement, dans la fonction publique, l'on rémunère aussi la personne, mais pas en fonction des compétences réelles ou de sa manière de sa manière à lui d'accomplir son travail, mais plutôt dans un processus que l'agent a eu à effectuer au cours de différents concours, au cours où il a obtenu un certain grade, qui peut être ramifié en échelon et en catégorie. Donc c'est bien cela que là, généralement dans les fonctions publiques, l'on paye. On paye le grade de la personne et les différentes attributions, ça rentre en ligne il rentre en ligne de compte aussi des indices et tout. C'est un peu compliqué, nous allons parler que des grandes lignes ici. Voilà un peu ce qui concerne la base de la rémunération. Ensuite, il y a les différentes formes de rémunération. Quelles sont les différentes formes de rémunération? Il y en a plusieurs. Il y a une rémunération qu'on appelle la rémunération fixe, donc le salaire fixe. C'est le salaire, je l'ai dit un peu plus haut, précédemment, qui est octroyé, donc c'est le salaire qui est octroyé à l'agent, à l'employé, suite à la prestation d'un service. C'est tout. Ensuite, il y a le salaire variable. Le salaire variable, c'est ce qui est employé ou qui peut être octroyé, à
l'employé suite à sa prestation réelle sur le terrain, suite à sa prestation de service. Cela peut être modulé. Ce mois-ci, pour les entreprises qui payent la compétence, un agent peut se voir ce mois-ci avoir une compétence, une rémunération un peu plus élevée et un autre mois une rémunération un peu basse. Voilà un peu en ce qui concerne la rémunération fixe et la rémunération variable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intéressement. L'intéressement, c'est le fait pour une entreprise de redistribuer une part de ses bénéfices, une part des bénéfices qu'elle a acquis au bout d'une certaine période donnée, au cours d'un exercice donné. C'est du bon vouloir de l'entreprise. Au bout d'un bon exercice, quand elle constate que ses employés ont bien travaillé, elle peut décider comme ça de donner des intéressements à des employés. Ça peut être tous les employés ou ça peut être pour une branche donnée, voilà, pour un service donné, pour une division donnée, en fonction d'un gain particulier. Ensuite, il y a la participation, qui est aussi une autre forme de rémunération. La participation, c'est le fait pour une entreprise de permettre à ce que ses employés participent à l'effort collectif de production et de productivité. Dans certaines entreprises, il est permis aux employés de geler, ou sinon de contribuer, de mettre dans un compte donné une certaine somme à chaque employé, ça peut être tous les employés ou une partie, qui sera gelée ou utilisée par l'employeur, et au bout d'une certaine période, quand il y aura des gains, l'employeur distribuera à chaque agent le bénéfice de ce qu'il aura, pas conformément à ce qu'il aurait eu à investir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi les stock options. Les stock options, c'est une forme aussi de rémunération. Dans d'autres entreprises, je ne dis pas tout le temps, juridiques, comptables, peu importe, où l'employeur, par des décisions par rapport aux lois et règlements de son organisation, prévoit qu'un certain genre d'employés, un certain niveau, généralement les cadres, et à un certain moment donné peuvent acheter des actions dans l'entreprise. Acheter des actions dans l'entreprise, c'est acheter une petite part de l'entreprise. Donc l'employé se rend à ce moment-là propriétaire d'une infime partie de l'entreprise. Ce qui fait que lorsqu'il y a des bénéfices, il reçoit sa part par rapport au montant qu'il aura eu à acheter l'action. C'est réglementé par rapport à l'État et par rapport à l'organisation. Voilà ce que j'aurais pu... Il y en a peut-être plusieurs, mais voilà ce qui peut être dit concernant les différentes formes de rémunération, ou voilà les différentes formes de rémunération que vous aurez peut-être à rencontrer au cours de votre vie, au cours de votre exercice professionnel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le bulletin de salaire. C'est par cette forme qu'est matérialisé généralement le salaire. Le salaire peut être en nature ou pas. Ça peut être de nature pécuniaire ou non. Cela dépend du contrat par lequel vous avez choisi de travailler avec votre employeur. Certains le reçoivent en nature, comme je l'ai dit, ça peut être un sac de riz, ça peut être tout ce que vous pourrez choisir comme salaire. Mais dans le cas présent, et généralement dans les entreprises, cela se paye sur la base, ou bien cela se résume dans un document qu'on appelle le bulletin de salaire, qui est un document assez juridique aussi. Dans le bulletin de salaire, pour survoler les grandes lignes, il y a 3 salaires. Il y a le salaire de base, celui que l'on vous octroie après la classification. Il y a le salaire brut, celui que l'on vous octroie suite à l'ajout
des différentes primes ou des différents avantages que vous pourrez avoir. Et ensuite, il y a le salaire net que l'on vous octroie suite à la déduction de l'impôt sur le revenu, aussi bien de la responsabilité du salarié que de la responsabilité patronale. Voilà, donc le salaire net, qui peut être dit salaire net taxable, c'est le salaire brut moins la CNSS. Ici en République du Congo, la CNSS est de 18%. Donc quand vous faites cette équation-là, vous trouvez le salaire net. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les IRPP, impôts sur le revenu de la personne physique. Cela va faire l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un calcul, c'est ça qui prend un peu de temps et qui prend en considération un certain type d'éléments, aussi bien ce qu'on appelle l'assiette fiscale, je vous ai dit l'impôt applicable selon les différentes lois des pays, il y a le plafonnement, il y a les tranches de salaire, donc c'est un peu assez technique. Nous trouverons une vidéo où nous parlerons que de ça et comme ça les abonnés pourront mieux appréhender tout, comment dire, mieux appréhender tout ce qu'il y a ou tout ce qui est contenu dans leur bulletin de salaire. Mais je vous le dis déjà, c'est pas compliqué, c'est très important parce que aujourd'hui certains utilisent des logiciels, ou la plupart des personnes utilisent des entreprises utilisent des logiciels. C'est bon, c'est parfait parce que ça va beaucoup plus vite. Avec le volume des employés, le volume de l'organisation, cela ne peut pas se faire de façon manuelle, mais il est important pour tout gestionnaire de ressources humaines de connaître comment procéder aux différents calculs. Parce que ce n'est qu'une machine, elle peut bugger, elle peut s'arrêter, elle peut tomber en panne. Ce n'est qu'un logiciel aussi qui parfois demande des mises à jour. Et que seraient les logiciels sans les vrais professionnels de ressources humaines, puisque ce sont ces professionnels qui introduisent les éléments nécessaires pour le traitement du salaire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le bulletin de salaire. Ensuite, je vais vous parler de la masse salariale. La masse salariale, c'est l'ensemble des ressources financières que l'entreprise met à disposition, dont l'entreprise met à disposition pour le paiement des salaires. Aussi bien les salaires avec tout ce qui contient plutôt les charges sociales salariées et les charges sociales patronales. Voilà ce qu'on peut appeler par la masse salariale. Mais malheureusement ou pas, la masse salariale connaît des fluctuations. Oui. Il est nécessaire de maîtriser toutes les fluctuations de la masse salariale. Mais la masse salariale connaît des fluctuations suite à certains principes que l'on va appeler ici des effets. Il y a ce qu'on appelle l'effet de report, l'effet de Noria, l'effet d'effectif. Donc, il y a des décisions, un certain nombre de décisions concernant par exemple l'effet de report. C'est une décision que vous aurez eu à prendre à une année N et qui se répercuterait sur une année N plus 1. Vous pouvez décider qu'à partir, en année N, qu'à partir de l'année N plus 1, il y aura augmentation des salaires. Et bien, visiblement, quand vous y arriverez à cette année, vous constaterez un surplus de masse salariale. Voilà ce qu'on appelle l'effet de report. Il y a l'effet de Noria qui se divise en deux, l'effet de Noria positif et l'effet de Noria négatif. L'effet de Noria, c'est le fait pour une entreprise de laisser partir ou bien de mettre en retraite un agent beaucoup plus jeune, beaucoup plus expérimenté, et ensuite de recruter un plus jeune, beaucoup moins expérimenté, qui aura aussi une rémunération moindre, parce qu'il n'a ni l'expérience de celui qui est parti, ni le savoir de celui qui est parti, donc on va forcément le payer à son entrée beaucoup moins. Ce qui fait que l'entreprise respire et que l'entreprise
et que la masse salariale, excusez-moi, et que la masse salariale baisse. Par ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de Nouria positif, parce que les finances respirent. Ensuite, il y a l'effet de Nouria négatif. C'est quand un salarié part et celui qui est parti est moins âgé, moins compétent, moins qualifié, plus jeune ou moins jeune, et qu'on le remplace par un agent plus qualifié, plus expérimenté, forcément, il aura un salaire beaucoup plus élevé. Donc la masse salariale va prendre un coup et sera un peu plus élevé. Voilà ce qu'on appelle sur l'effet de Nouria. Mais il y a l'effet des effectifs aussi. C'est quand il y a des entrées, les différentes entrées et sorties du personnel, quand on décide de recruter beaucoup d'agents, quand l'on décide de recruter beaucoup d'agents, justement la masse salariale gonfle. Quand on décide de licencier ou de se libérer de certains agents, la masse salariale baisse. J'ose espérer que je vous ai satisfait une fois de plus, que je vous ai éclairé sur un certain nombre de points concernant le salaire, concernant la rémunération, concernant les différentes clarifications des concepts. Vous pouvez en bas laisser un commentaire si vous souhaitez de plus amples détails concernant la masse salariale, concernant les différentes fluctuations de la masse salariale et les phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Donc, le salaire est quelque chose de sacré pour l'agent, que l'employeur ne doit y déroger sous aucun prétexte. Le salaire doit respecter une certaine forme d'équité et interne et de compétitivité externe. Aussi, j'en oublie, l'égalité entre femmes et hommes concernant la distribution de l'octroi du salaire, de respecter, comme je l'ai dit plus haut, d'appliquer une justice à salaire égal, travail égal. Et voilà un peu tous ces éléments permettent d'avoir un salaire ou un processus salarial correct, d'avoir une rémunération dans une entreprise en respectant ces points assez corrects et d'avoir un volume, la masse salariale en termes de volume, d'avoir un volume maîtrisable pour le bien-être de la société, pour le bien-être des agents et pour le bien-être du technicien qui s'emploie à exercer cette tâche. Voilà, merci. Restez scotchés, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et nous nous reverrons dans de futures éditions. Merci.